Bienvenue sur la chaîne de Vérité Avenir, chers auditeurs et spectateurs. Vous pouvez déjà liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la 4e émission d'une longue série sur le transhumanisme. Et dans la 3e partie, j'ai tenté et j'ai fait l'erreur de placer mon micro sur la partie droite au point où l'audio a été impacté. Ma tessiture moins captée par l'appareil, ça a amené à un ton monocorde du début à la fin. Alors, je sais un peu mon défaut d'avoir une voix assez neutre, voyez-vous, qui souvent reste monotone, sur laquelle je travaille pour essayer de capter au mieux votre attention et vous partager l'information, ce qui est quand même nécessaire. Donc dans cette partie 3, je vous inviterai à faire abstraction de ces défauts que je viens de vous soulever pour vous concentrer sur le fond quand même. Derrière, il y avait tout un travail de recherche, notamment sur Lucien Cerise et le neuropiratage, l'ingénierie sociale, l'esclavage avec notre consentement, mais qui n'est pas tout à fait libre ni éclairé, qui intervient sous une forme de coercition. Voyez-vous, tout un travail d'ingénierie derrière pour nous enlever ou nous créer plusieurs personnalités, des altères et ce genre de choses. Ce qui derrière nous a amené au livre qui a été interdit, fut une certaine époque d'édition en France, Le viol des foules par la propagande politique. Et dedans, nous étions sur, par exemple, Pavlov. Et pas seulement l'alimentation et la cloche, tiling, tiling. Non, ça va au-delà. C'est également le tonfa qui est sorti, qui en a frappé certains qui sont tétanisés, et les autres qui, à la vue de ça, n'osent plus bouger. Au point où les tsars ont devant eux de belles vies, si je puis dire, ou d'autres tyrans également. Donc, il parlait de ces différents conditionnements qui peuvent exister. Je vous en ai listé quelques-uns. Ce qui après nous a conduit à l'expérience de Milgram, où les hommes et les femmes, ça y est, il n'y a plus de responsabilité, j'agis au nom de l'autorité. Je me défais, voyez-vous, de mes actions. Donc, on a vu que Milgram, Stanley, était l'élève de Solomon Asch et de ses expériences, par exemple, sur le conformisme. Derrière, on s'est intéressé également à la publicité, à la façon de créer des besoins, des envies, des mouvements de foule, devrais-je dire. Avec la publicité, par exemple, les influenceurs, et on reprenait l'exemple d'Aldous Huxley dans son livre Retour au meilleur des mondes. Derrière tout ça, on s'est conduit ni plus ni moins que vers Noam Chomsky avec la fabrique à Consensus. Tout le monde doit être d'accord sur la forme et le fond. Plus de possibilité d'avoir des disparités, voyez-vous, une diversité d'opinions, c'est fini. Ce qui nous conduit aujourd'hui à la suite avec Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Et dedans, on était à la page 46. Comme je vous disais, je vais essayer de travailler sur ma voix, vous pouvez le voir, au fur des différentes directs émissions que j'ai publiées, 2019, 2020, 2024 par exemple. Il y a vraiment des différences d'un contenu à l'autre. Et donc je vais essayer de voir quel est le meilleur format. N'hésitez pas à me faire un retour également si pour vous c'était déjà très bien ou si au contraire il y a des progrès à faire. Normalement, on a tous des évolutions à porter. Page 46. Ce ne sont donc pas les faits en eux-mêmes qui frappent l'imagination populaire, mais bien la façon dont ils se présentent. Ces faits doivent par condensation, si je puis m'exprimer ainsi, produire une image saisissante qui remplace et qui vienne à remplir et obséder l'esprit. Connaître l'art d'impressionner l'imagination des foules, c'est connaître l'art de les gouverner. Allons à présent à la page 60 et intéressons-nous, comme le soulevait Idriss Aberkane, à cette éducation nationale qui vous invite à un buffet, c'était son image, venez vous attabler, c'est gratuit, mangez,
Mais n'oubliez pas que vous devez vous gaver. À la fin, tout ce que vous avez ingurgité, vous devez en fait le vomir. Vous voyez, par l'hyperconsommation, l'ivresse ou non de tels repas. Par là, c'est-à-dire que les gamins, on ne les amène pas à s'intéresser, à construire, voyez-vous, de la connaissance et donc à avoir le fruit d'un savoir par des expériences et l'héritage. Non, on veut seulement qu'ils soient conformes au système. Donc on fait du gavage. Comme pour les oies, le bec grand ouvert et allez, vas-y. Eux, c'est pareil. Leur esprit, entre guillemets, leur oreille grande ouverte, devrais-je dire, et ils viennent en fait leur imposer un flux de la République. Ce qui mène à des êtres, et vous, tous prêts à obéir au système. Donc, il nous dit, le premier danger de cette éducation, très justement qualifiée de latine, est de reposer sur une erreur psychologique fondamentale. S'imaginer que la récitation des manuels développe l'intelligence. Vous voyez, dans un manuel, si je te dis que la Terre, elle tourne autour du Soleil, que nous sommes dans un système solaire, mais que je te l'image pas, je te le présente pas, et de toi-même, tu ne peux pas t'en rendre compte en observant les planètes, ou bien d'autres choses encore. Comment tu peux t'assimiler ce concept? Ça te sera en fait étranger. Et aujourd'hui, il y a bien d'autres choses comme ça. Pour revenir sur Idriss Aberkan qui nous disait, voyez-vous, ces gamins, on les met à table, et au début, on leur met quelque part plein de friandises, des bons plats. Mais à la fin, on leur dit, si vous quittez la table, vous devez payer la note. Bon. Idriss le met pas pour les enfants même, il le met pour des adultes qui ont perdu justement le goût de trouver un peu la lecture, le savoir, et même d'essayer de trouver la connaissance. Il essaye de les catégoriser comme tels. Il te met l'effet du buffet à volonté, et, comme je disais, d'aller finalement revomir ce qui a été absorbé. Dès lors, on tâche d'en apprendre le plus possible et de l'école primaire au doctorat ou à l'abrégation, le jeune homme ne fait qu'ingurgiter le contenu des livres sans exercer jamais son jugement et son initiative. L'instruction, pour lui, consiste à réciter et à obéir. Je cite. Apprendre des leçons, savoir par cœur une grammaire ou un abrégé, bien répété, bien imité, voilà, écrivait un ancien ministre de l'instruction publique, M. Jules Simon, une plaisante éducation où tout effort est un acte de foi devant l'infaillibilité du maître et n'aboutit qu'à nous diminuer et nous rendre impuissants. Fin de citation. Si cette éducation n'était qu'inutile, on pourrait se borner à plaindre les malheureux enfants auxquels, à la place de tant de choses nécessaires, on préfère enseigner la généalogie des fils de Clotaire, des luttes de la Neustrie et de l'Austrasie, ou des classifications zoologiques, mais elle présente le danger plus sérieux d'inspirer à celui qui l'a reçu un dégoût violent de la condition où il est né et l'intense désir d'en sortir. L'ouvrier ne veut plus rester ouvrier. Le paysan ne veut plus être paysan. Et le dernier des bourgeois ne voit jour pour ses fils d'autres carrières possibles que les fonctions salariées par l'État. Au lieu de préparer des hommes pour la vie, l'école ne les prépare qu'à des fonctions publiques où la réussite n'exige aucune lueur d'initiative. En bas de l'échelle sociale, elle crée ses armées de prolétaires mécontents de leur sort et toujours prêts à la révolte. En haut, notre bourgeoisie frivole, à la fois sceptique et crédule, imprégnée d'une confiance superstitieuse dans l'État-providence, que cependant elle fronde sans cesse, inculpant toujours le gouvernement de ses propres fautes et incapable de rien entreprendre sans l'intervention de l'autorité. Ce dont on parlait dans les réformes sociales, vous savez, où je vous disais en fait que ces gens veulent constituer l'État nounou tout-puissant, et comme ça, c'est l'État qui est coupable de tout, et dans un même temps, c'est l'État qui doit tout statuer.
qui doit rentrer dans les moindres sphères publiques comme privées. Vraiment, de A à Z, maîtriser la société par ni plus ni moins que le communisme. Oui, une forme de fascisme où la bureaucratie a toute une armée de personnes qui sont employées aux frais de, voyez-vous, les gens qui travaillent véritablement et qui en plus se permettent de nous taper dessus, de nous ramener à leur ordre imposé. L'État qui fabrique à coups de manuel tous ses diplômés ne peut en utilisant qu'un petit nombre et laisse forcément les autres sans emploi. Oui, la fonction publique, même si elle s'élargit, ces postes ne sont pas non plus illimités. Donc ça mène à devoir sélectionner et en laisser bon nombre avec des bacs plus 2, plus 5, des masters, finalement, à être là, à se dire merde, je déteste le capitalisme, je haïs la bourgeoisie et bien d'autres choses, puisqu'ils n'ont pas été recrutés. Page 68. Et le mot liberté, que pouvait-il signifier de semblable à ce que nous comprenons aujourd'hui, à une époque où la liberté de penser n'était pas, même pas soupçonnée, et où il n'y avait pas de forfait plus grand et d'ailleurs plus rare que de discuter des dieux, des lois et des coutumes de la cité. Le mot patrie, dans l'âme d'un Athénien ou d'un Spartiate, signifiait le culte d'Athènes ou de Sparte, et nullement celui de Grèce, composé de cités rivales et toujours en guerre. Le mot même de patrie, quel sens avait-il chez les anciens Gaulois divisés en tribus rivales, de races, de langues et de religions différentes, que vainquit si facilement César parce qu'il eut toujours parmi elles des alliés. Rome seule dota la Gaule d'une partie en lui donnant l'unité politique et religieuse, sans même remonter si loin. Et en reculant de 2 siècles à peine, croit-on que le même mot de patrie était conçu comme aujourd'hui par des princes français tels que le Grand Condé, s'alliant à l'étranger contre leur souverain. Et le même mot encore, n'avait-il pas un sens bien différent du sens moderne pour les émigrés, s'imaginant obéir aux lois différentes, donc aux lois de l'honneur, en combattant la France et y obéissant en effet à leur point de vue, puisque la loi féodale liait le vassal au seigneur et non à la terre, et que là où commandait le souverain, là était la vraie patrie. Ce qui m'a intéressé à la suite de cette page, c'est notamment lorsqu'il vient à parler de la différence des mots. Et tout à l'heure, je lisais dans un livre des synonymes avec famille et maison. Et vous savez, on a entendu par exemple la maison des Rothschild. Bien d'autres d'ailleurs. Souvent, les grandes familles ont ce prestige d'avoir la maison de, qui en fait renvoie pas un domicile, mais c'est le titre prestigieux de famille sous une autre forme. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Là, pareil, pour le côté de appartenir à une patrie, ce qui était porté il y a 400 ans n'est plus la même chose actuellement. Et on peut aller plus loin dans ces idées comme l'identité, ou l'étranger, le barbare. Hier, c'était celui qui ne parle pas la langue. Aujourd'hui, c'est en général celui qui, voyez-vous, est capable d'actes atroces, de comportements non civiques, qui ne connaît pas la civilisation. Nombreux sont les mots dont le sens a ainsi profondément changé d'âge en âge. Nous ne pouvons arriver à les comprendre comme ils l'étaient jadis qu'après un long effort. Beaucoup de lecture est nécessaire, on l'a dit avec raison, pour arriver seulement à concevoir ce que signifiait aux yeux de nos arrière-grands-pères des mots tels que le roi et la famille royale. Qu'est-ce alors pour des termes plus complexes? Par exemple, les mots n'ont donc que des significations mobiles et transitoires, changeant d'âge en âge et de peuple à peuple. Quand nous voulons agir par eux sur la foule, il faut savoir le sens qu'ils ont pour elle à un moment donné, et non celui qu'ils eurent jadis
ou peuvent avoir pour les individus de constitution mentale différente. Les mots vivent comme les idées. Et ce que je vous disais l'autre jour, partagent des moments de magie. Ce n'est plus ni moins que ça, les formules changent. Et attention à qui vient les manier. Aussi, quand les foules, à la suite de bouleversements politiques, de changements de croyances, finissent par professer une antipathie profonde pour les images évoquées par certains mots, le premier devoir du véritable homme d'État est de changer ces mots sans, bien entendu, toucher aux choses en elles-mêmes. Ces dernières sont trop liées à une constitution héréditaire pour voir ce changement et pour pouvoir être transformées. Le judicieux Tocqueville fait remarquer que le travail du consulat et de l'Empire consista surtout à habiller de mots nouveaux la plupart des institutions du passé, à remplacer par conséquent des mots évoquant de fâcheuses images dans l'imagination par d'autres dont la nouveauté empêchait de pareilles évocations. La taille est devenue contribution foncière, la gabelle, l'impôt du sel, les aides, contributions indirectes et droits réunis. La taxe des maîtrises et jurandes s'est appelée patente, etc. Ce que plus tard reprendra à son compte George Orwell quand il aborde le terme de novlangue. Il nous dit voilà que les mots, on vient à les dénaturer et à leur changer le sens. Comme ça, ils ont moins de portée, ou sur d'autres, au contraire, on peut accentuer une sorte de fardeau, de danger. Vous voulez un exemple? Le danger du complotisme. Un autre exemple encore, celui de ce vouloir nationaliste, patriote ou autochtone. Ça fait beaucoup de mots. Mais tous se ramènent à des concepts, en tout cas, d'aimer son peuple. C'est vu aujourd'hui comme étant refermé sur soi. Raciste, fasciste. La psychologie agit à tous les étages. Ce qui va donc nous conduire à la page 96, puisque, vous le voyez, l'importance des mots dépend également des comportements et, on va dire, du public ciblé. Alors, pour ce faire, il faut le connaître, étudier ce vers qui on va déployer le message, et c'est là où interviennent les réseaux sociaux, l'âge numérique dont je vous parlais l'autre fois. Quant à la presse, autrefois directrice de l'opinion, elle a dû, comme les gouvernements, s'effacer devant les pouvoirs des foules, et sa puissance, certes, est considérable, mais seulement parce qu'elle représente exclusivement le reflet des opinions populaires et de leur incessante variation. Devenue simple agence d'information, elle renonce à imposer aucune idée, aucune doctrine. Ce que disait Noam Chomsky, les médias vous créent leurs propres experts, mais font en sorte maintenant de ne plus avoir d'invités avec des vraies opinions. On ne confronte plus les idées. Seulement, ça se fait le relais, voyez-vous, de l'AFP, Comme ils obtiennent des subventions, ils doivent suivre en fait le programme du gouvernement, du parti, du pouvoir qui est en place. Et dans un second temps, on l'avait vu par la publicité, suivre les marchés privés et à partir de là, voir ce qui s'impose à eux dans la ligne éditoriale. Donc, éviter tout conflit, toute chose qui pourrait créer, entre guillemets, de la cérébralité auprès de personnes, vaut mieux développer plutôt de la célébrité, voyez, au lieu de la cérébralité, de la célébrité. C'est-à-dire avoir des gens comme ça qui portent des voix, des sortes d'experts, mais qu'en fait sont que des issues des voix de garage. Et les vieux organes solennels et influents d'autrefois, dont la précédente génération écoutait pieusement les oracles, ont disparu ou sont devenus feuilles d'informations encadrées de chroniques amusantes, de cancans mondains et de réclames financières. Quel serait aujourd'hui le journal assez riche pour permettre à ses rédacteurs des opinions personnelles? Et quelle autorité ces opinions obtiendraient-elles près des lecteurs, demandant seulement à être renseignés ou amusés, et qui, derrière chaque recommandation, entrevoit toujours le spéculateur? La critique n'a même plus le pouvoir de lancer un livre ou une pièce de théâtre. C'est fini.
Et on le voit même des fois avec ce qui est financé par le CNC. Le CNC va déposer sur la table des millions pour produire au cinéma, voyez-vous, un petit film pour favoriser les migrants. Mais même là, c'est un échec. Et les entrées sont comptées par quelques dizaines de milliers tout au plus. Et encore par les amis, les gauchistes et les activistes qui sont mis comme ça dans les assos. Ceux qui ont eu leur petit billet gratuit. Des millions hein, qui sont dépensés pour quelques dizaines de milliers d'entrées parce qu'ils n'arrivent plus, ils échouent en fait à leur manipulation. La critique n'a même plus le pouvoir de lancer un livre ou une pièce de théâtre. Elle peut nuire, mais non servir. Les journaux ont tellement conscience de l'inutilité de toute opinion personnelle qu'ils ont généralement supprimé les critiques littéraires, se bornant à donner le titre du livre avec 2 ou 3 lignes de réclame, et dans 20 ans, il en sera probablement de même pour la critique théâtrale. Épier l'opinion publique, et même personnelle devrais-je dire, est devenue aujourd'hui la préoccupation essentielle de la presse et des gouvernements. Quel effet produira tel événement, tel projet législatif, tel discours? Voilà ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas facile, car rien n'est plus mobile et plus changeant que la pensée des foules. On les voit accueillir avec des anathèmes ce qu'elles avaient acclamé la veille. Mockingbird, l'oiseau moqueur, vous vous en souvenez, financé par la CIA pour discréditer certains mouvements, on pourrait y voir l'oiseau Twitter de même, orienté de plus en plus par les algorithmes pour juste mettre des extrêmes face à des extrêmes, insultes, mépris. La minute de la colère, comme nous disait George Orwell, c'est maintenant. Le débat, il est où? Quel gauchiste vient avec la personne de droite pour organiser ça? J'ai vu l'autre jour d'ailleurs, hein, tiens, tant qu'on est sur le sujet, Teddy Boy RSA ou quelque chose comme ça, qui a reçu une autre personne, pareil, influenceur de droite, qui devait débattre avec un gauchiste. On va dire que le gauchiste était intéressant sur sa méthode. Il est venu, il a dit voilà, moi je suis en désaccord et je te pose mes éléments, c'est-à-dire lui il est venu avec des sources. Et face à lui, un droitard qui en soi avait des bonnes tournures de phrases, des éléments de langage qui sont appréciables, mais sur le fond c'était vide. Au point où, quand il est arrivé par exemple en confrontation, alors qu'en fait il pouvait le contredire largement, il y avait tout ce qu'il fallait pour celui qui étudie, mais il s'est retrouvé, voyez-vous, à insulter. Ça m'a fait penser à un autre expert de canapé, quoi. Dès qu'ils en viennent à perdre la possession, entre guillemets, de leur auditeur face à quelqu'un qui maîtrise mieux le sujet, ou en tout cas qui pourrait créer comme ça de la réflexion, ils en viennent à insulter, à mépriser, et à terminer par la menace. Ce que je trouve plutôt scandaleux. Et là, c'est la même chose. Cette absence totale de direction de l'opinion, et en même temps la dissolution des croyances générales, ont eu pour effet général, le résultat final, un émiettement complet de toutes les convictions et l'indifférence croissante des foules, aussi bien que des individus, pour ceux qui ne touchent pas nettement leur intérêt immédiat. Chacun défend sa paroisse. Et c'est comme ça qu'on arrive à ne plus réussir à obtenir, voyez-vous, la raison. Par là, si la gauche porte de bons programmes, il faut les suivre. Si la droite également arrive avec des analyses et pose sur la table un rapport qui alarme et qui répond à des millions de demandes sur par exemple la sécurité, ou encore sur des enquêtes au niveau des dépenses de l'argent par les subventions publiques accordées aux associations. C'est pour le bien commun d'avoir de la transparence. Regardez, dans la politique actuelle, qui est en panique? Bah oui, qui est là en train de dire qu'il faut faire front au Rassemblement national, barrage, comme ils le disent? Bah, les maçons et les francs-maçons, les gauchistes, tous ceux qui sont gavés de subventions publiques.
Ceux également qui participent à ça, à orienter les foules. Aller sortir dans la rue au nom de l'Antifa, va péter le mobilier, va t'attaquer à des boutiques qui sont considérées de droite, encore autochtones. Les très peu qui restent en ville, va défoncer leurs bars. En gros, c'est à peu près ça la ligne qui est envoyée. Et on doit accepter. Non. Pour ça, je vous disais, on ne se soumettra jamais à une immigration massive comme on ne se soumettra jamais à des lobbies, qu'ils soient LGBT, des faux antifas qui en fait ont un comportement ni plus ni moins de sectaire, où si tu n'es pas dans leur pensée, tu es leur adversaire, et pas sur des idées, hein, dans la violence. Et le pire, c'est qu'ils agissent comme des hyènes. C'est pas du 1 contre 1 et en homme, ça va se taper. Non, c'est du 15-20 contre 1. Et on l'a vu là récemment avec, comment il s'appelle, Vincent Lapierre, qui s'est carrément fait voler un appareil photo à 5000 euros. Et c'est pas les migrants, entre guillemets, c'est pas les racisés. Hein. Non, non, c'est ceux qui les instrumentalisent. Les gauchistes. C'est lâche. La Mila, ou Mila, je sais pas comment on peut l'appeler là, on peut être en accord ou non avec son positionnement, on va dire, sur la religion. Parce qu'il y a critique, argumenté, comme j'ai pu le faire, avec support à l'appui, siyar, hadith, ou encore verset du Coran, par exemple. Et la contradiction avec la Bible et bien d'autres choses, donc qui est posée, avec l'insulte pour l'insulte. Voyez-vous, c'est là la différence. Caricaturer, entre guillemets, faire du blasphème, moi je ne suis pas forcément favorable, même si quand je tiens des propos sur certaines religions ou non, ça peut paraître du blasphème. C'est pour ça qu'on va dire cette limite-là est tangible. Où s'arrête la liberté d'expression. Maintenant, il faut accepter la critique. Ce qui est le problème de bon nombre. Et ça ne sert à rien, voyez-vous, de s'amuser comme ça à faire des tags ou ce genre de choses. Comme je vous ai dit, ne jamais dégrader un lieu de culte. Même si on ne le porte pas au cœur, ne jamais s'attaquer à ça. Comme ne pas aller défoncer des gens parce qu'ils pratiquent une religion. C'est un non-sens. Si tu te veux, toi, entre guillemets, sur le bon chemin, tu peux pas dire à l'autre, tu es dans l'erreur, et donc, comme les antifas, je vais aller te péter la gueule. Certainement pas. Et vous le voyez d'ailleurs en France, malgré le ras-le-bol général. La cocotte minute qui est là, ça fait un moment qu'on l'entend. On a l'impression que ça va péter à tout moment. Et ben, malgré ça, les Français qui se reçoivent des coups de couteau, les femmes qui sont violées, les détournements de fonds, ceux qui montent des associations type Assa Traoré pour nous cracher dessus, nous les autochtones, et bien d'autres encore. Ceux que l'on voit prioritaires dans les HLM et compagnie, je pourrais comme ça faire un listing. Les autochtones, ils gueulent, mais ils restent raisonnables. Juste, par contre, ils avertissent. Vous poussez le bouchon toujours plus loin, le jour où on va m'appeler à faire la manufacture du nettoyage, vous en assumerez les conséquences. Point. C'est tout. On peut être en paix avec ceux qui sont en paix. D'accord? Mais la psychologie des foules, les créations de masse, le triangle de Karpman dont nous avons parlé précédemment, créer des bourreaux pour qu'il y ait des victimes et faire inverser les rôles, et qu'à un moment ou un autre, ceux qui organisent ça, qui se présentent pour les sauveurs, eux débarquent sur la scène publique et disent « ça y est, stop, on est là pour vous. On vous mettra des caméras, une note sociale. On vous contrôlera peut-être avec une montre connectée pour vos pas, et comme celui qui embrasse l'électronique en semi-liberté. On ira plus loin peut-être à anticiper ou non à la Minority Report les comportements délictueux, anticiper le crime avant qu'il soit commis. Ce que voulait faire Estrosi. Alors, c'est beau hein, de vouloir limiter la criminalité, la délinquance et ce genre de choses. Mais alors, Estrosi, il faudrait peut-être respecter la voix du RN quand elle a été portée pour interdire des tableaux de la honte, faisant l'apologie des pédocriminels, avec des sortes de diables dessinés avec des langues comme ça, là, qui vont jusqu'à des enfants. C'est quel genre d'horreur qui a pu être exposé en France comme ça? Hein? Et gauchistes, et vous êtes où sur les affaires de Jack Lang, comme Bendit, et de bien d'autres, Mitterrand, etc. Il n'y a pas grand monde pour se mobiliser, hein? Jeffrey Epstein, etc. Je peux comme ça citer des affaires par milliers qui sont scandaleuses et qui n'éclatent pas alors que pourtant elles auraient dû former des foules depuis un moment. Et pas celles qui vont être vers une masse, comme le disait Gustave Le Bon, et finalement se soumettre
un orateur juste un et voyez-vous le suivre de façon déraisonnée. Non, la foule peut avoir ses vertus également. L'évolution ainsi opérée depuis 30 ans est frappante. À l'époque précédente, peu éloignée pourtant, les opinions possédaient encore une orientation générale. Elles dérivaient de l'adoption de quelques croyances fondamentales. Le fait seul d'être monarchiste donnait fatalement, aussi bien en histoire que dans les sciences, certaines idées arrêtées et le fait d'être républicain conférait des idées tout à fait contraires, progressistes. Un monarchiste savait pertinemment que l'homme ne descend pas du singe et un républicain savait non moins pertinemment qu'il en descend. Le monarchiste devait parler de la révolution avec horreur et le républicain avec vénération. Certains noms, tels que ceux de Robespierre et de Marat, devaient être prononcés avec des mines dévotes, et d'autres, comme ceux de César, d'Auguste et de Napoléon, ne pouvaient être articulés sans invective. Jusque dans notre Sorbonne prévalait cette naïve façon de concevoir l'histoire. Aujourd'hui, devant la discussion et l'analyse, toute opinion perd son prestige. Ses angles s'usent vite, et il survient peu d'idées capables de nous passionner. L'homme moderne est de plus en plus envahi par l'indifférence. L'indifférence de l'autre, de politique, ou même carrément d'un programme pour un parti auquel il va attribuer sa voix. Regardez les micro-trottoirs. C'est quand même étrange. Les gens qui, par effet conditionné, te disent je vote pas le RN, raciste. Je vote pas pour les fascistes. Ah bon? Vous pouvez me dire une ou deux résolutions, propositions qui pourraient être racistes? Et tiens, en parlant de fascistes, donc vous nous renvoyez à Mussolini et l'Italie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la définition? C'est que de l'erreur 404. Hein. C'est des, je sais pas, je vous avoue. Et vous voyez, ça part en plus sur les petits rires un peu crétins, là. Vous voyez, ces gens, dès qu'ils sont dépassés, ils essayent comme ça de t'amadouer, de te prendre ta gentillesse. Où tu te dis, bon, elle est débile, mais elle rigole. Allez, avec elle, on va s'amuser un peu. Non. Non, mettez-les face au gouffre. Au gouffre. L'indifférence est grave. Et quand tu t'intéresses, pas les autres, aux partis et à ce qu'ils revendiquent, j'ai été voir le programme de 2022 de Marine Le Pen. Assez étrange. Le site internet a été fermé. Il y avait à peu près une vingtaine à une trentaine de petits livrets avec chaque proposition, la famille, ce que l'on va faire également pour l'agriculture ou ce genre de choses. Tout ça a disparu. C'est quoi? Ils vont revenir sur toutes les propositions ou il y a des choses à cacher? Ne déplorons pas trop cet effritement général des opinions. Que ce soit un symptôme de décadence dans la vie d'un peuple, on ne saurait le contester. Les voyants, les apôtres, les meneurs, les convaincus en un mot, ont certes une bien autre force que les négateurs, les critiques et les indifférents. Mais n'oublions pas qu'avec la puissance actuelle des foules, si une seule opinion pouvait acquérir assez de prestige pour s'imposer, elle serait bientôt revêtue d'un pouvoir tellement tyrannique que tout devrait aussitôt plier devant elle. Ce qui veut dire par là que quand le communisme voudra former sa 6e République, ça sera fini de pouvoir obtenir des librairies qui impriment des choses qui vont à contrario de leur idéologie. Critiquer le dogme, ça sera vu au-delà d'un blasphème. Voyez, nous, en religieux, critiquer Dieu, c'est quelque chose d'ultra scandaleux. Critiquer ses apôtres et ses prophètes, ça l'est, mais à un moindre degré déjà. Mais eux, ils veulent te placer, en fait, les partisans de leur nouvelle société comme étant au-dessus des saints, des religieux et même de Dieu. Ils te disent ni maître, ni Dieu, et pourtant ils constituent l'homo novus qui, en montant petit à petit dans la connaissance, veut lui-même se voir comme l'homo deus, s'augmenter, dépasser sa mortalité. Et ça va bien au-delà dans le planisme qu'il porte avec l'idée d'un bien commun, comme le disait Hayek. Mais quand ils viennent à te dire qu'ils ont un agenda,
Et donc, il porte ni plus ni moins que la perfectibilité de l'être humain. C'est bizarre. Parce que toi-même, tu peux en avoir un autre, concevoir un monde différent, et à ce moment-là, avoir ton propre objectif, tu vois, ta ligne, c'est-à-dire toutes les étapes qui vont conduire à la finalité de ce que tu pourrais construire en société. Voyez-vous. Donc non pas le communisme. Pour un religieux, ce serait plutôt universaliser la parole de Dieu, sans interdire, puisque, par exemple, pour un chrétien, à la différence de d'autres religions qui sont répandues sur la planète, c'est que le chrétien te dit, il y a le libre choix. Il est inscrit dans la Bible. Tu peux faire le bien comme le mal, maintenant tu es avisé, regarde ce qui se passera si tu en viens à blesser ton prochain, à voler, à forniquer ou ce genre de choses. Mais il ne te l'interdit pas. Et c'est là la différence entre la coercition, le côté tyrannique, et celui qui veut te faire développer de toi-même en fait tes vertus. Ce qu'on amène en fait au savoir. Savoir, c'est une transmission et c'est de l'expérience. Que ce soit par le professionnel, le tâtonnement, également les relations humaines, jusque au corps d'enseignants, d'instructeurs et de ce genre de choses qui viennent en fait à te léguer de la connaissance qui deviendra du savoir. Le savoir-être, se comporter avec les autres. Le savoir également religieux ou non, bien d'autres choses encore. Les foules représentent des maîtres pacifiques quelquefois, comme l'étaient à leur heure Héliogabale et Tibère. Je ne sais pas si vous entendez le boucan de ces moteurs, des crosses qui tournent. Je ne suis pas au quartier même, pour vous dire. Je suis à proximité, je dois être à peu près à 5 minutes. Et ces gens-là, ils ne comprennent pas qu'il y a un moment, il y en a certains qui ont envie de descendre et leur casser la tête. Juste, je marque une pause, hein, c'est pas prévu de base dans le direct, mais c'est pour vous dire à quel point en fait ça vient énerver. C'est les mêmes qui vont chouiner dans leur quartier pour vous dire qu'ils n'arrivent pas à développer, voyez-vous, leur infrastructure, le côté de l'intelligence et qui s'abrutissent tous vers le côté ghetto, gangsta, à fumer, à traîner n'importe comment, etc. Ils font que ça de faire de rodéo de merde. À traîner en bas des bâtiments, à mettre leur musique à pleine balle, à je ne sais à quelle heure encore parler fort. Donc j'espère qu'à un moment on va remettre de l'ordre et qu'on va faire péricliter toute leur petite mafia de merde. Ou leur petit réseau là de branleurs qui ne savent rien faire de leur journée. Il y a des terrains de cross, il y a des endroits où aller faire ça, voyez-vous. Mais ils sont obligés d'emmerder, c'est leur passion en fait. Voilà, fin de la parenthèse, mais c'était pour vous dire, parce que ça c'est jour et nuit. Encore, là où je suis, ça passe. J'imagine même pas ceux qui sont dans les quartiers, par exemple, parisiens, qui veulent lire tranquillement un bouquin ou se poser devant la télé et qui toute la journée entendent des bruits de moteurs, etc. Les moteurs de l'enfer. Une civilisation prête à tomber entre leurs mains est à la merci de trop de hasard pour durer bien longtemps. Si quelque chose pouvait retarder un peu l'heure de l'effondrement, ce serait précisément l'extrême mobilité des opinions et l'indifférence croissante des foules pour toutes les croyances générales. Moi, je vous dis une chose. Si un jour j'ai le pouvoir, rapidement pour revenir à ce que je disais avant, tous ceux avec leur cross dans les quartiers, je leur perfore les moteurs. Directement, il n'y a pas de « tu veux faire du cross, je te le perfore ton moteur ». Tu veux péter les couilles aux gens, on va te péter les couilles. C'est insupportable. Comme ceux qui traînent, comme je vous disais, à je ne sais quelle heure, en fait, qui ne savent pas qu'eux, ils sont déréglés biologiquement, mais qu'il y en a qui travaillent le lendemain. C'est la jouissance de j'ai droit. Il y a même une vidéo comme ça, là, dans les transports en commun. C'est même pas les gens qui ont filmé celle qui était coupable, c'est d'elle-même. Une Africaine qui prend le téléphone et qui dit « Bah alors, on n'a pas le droit d'écouter du son, je sais pas quoi. Pourquoi moi, mon droit devrait passer après le vôtre? Si je veux écouter du son sans écouteur, j'ai le droit, qu'est-ce qui m'en empêche, etc. » Et la femme à côté qui essaye, vous voyez, l'autochtone, de porter le message sans la frustrer, qui lui dit « Mais vous comprenez, vous n'êtes pas toute seule dans les transports, il existe aujourd'hui des écouteurs, des casques. » Non, mais c'est mon droit, si je veux écouter sans... Voilà, on en arrive. Ce qui mène à ça, à des êtres sans conscience.
Parce qu'ils ne sont plus formés. L'école, quand ils y sont passés, c'est même pas pour être instruits, c'est seulement pour être dans la garderie. Les parents, ils les ont pondus, non pas pour avoir des gamins qu'ils vont élever, et ils vont leur donner le discernement, ils vont faire en sorte de leur donner toutes les cartes en main. Non, c'est pour la CAF, pour les aides et détourner certaines fois ce qui peut leur être attribué et s'acheter le dernier smartphone ou encore la télé. Ça, on devient lassant de ces gens. Et après, on va nous dire à nous, voyez-vous, qu'on est trop radicalisé, qu'on devient extrême. Enfin, je veux bien comprendre ce que je vous ai dit avant, c'est pour ça que je ne me perds pas encore une fois à dire qu'il y a seulement des supérieurs, des inférieurs, et que c'est qu'une question, non, de civilisation, etc. Ça va plus loin. Mais les gens, ils ne peuvent pas dire seulement que c'est de la faute du gouvernement ou de ceux qui s'attellent à les... Voyez-vous, à les réduire à des moins que rien, à des cas sociaux. Il y a un moment, merde, putain, ressaisis-toi, qu'est-ce que tu attends? Ah, je vous jure, les gens, des fois, ils m'exaspèrent. Ça sera tout pour ce livre, on pourra revenir dessus à un autre moment. Alors, j'ai l'ouvrage de Noam Chomsky, Comprendre le pouvoir, en dehors de celui qui est de la fabrique du consentement. Celui-ci, je ne l'ai pas terminé. Mais il y a, à la page 40, mon intérêt qui est amené à ces paragraphes. Au XXe siècle, il y a donc un courant de pensée américain majeur. En fait, c'est probablement le courant dominant chez les gens qui réfléchissent à ces thèmes. Spécialistes des sciences politiques, journalistes, experts en relations publiques, selon lesquels, même je devrais dire selon lequel, puisque précisément l'État a perdu son pouvoir de coercition, les élites ont besoin d'une propagande plus efficace pour contrôler l'opinion publique. C'était par exemple le point de vue de Walter Lippmann, dont on a déjà parlé, pour mentionner celui qui est sans doute le doyen des journalistes américains, qui considérait, donc le doyen des journalistes américains, qui suivait également de près les stratégies de Edward Bernays pour la propaganda, dont on va revenir sur un extrait après, ne pas employer le terme de propagande, mais plutôt utiliser la relation publique. C'était donc son point de vue à Walter Lippmann de considérer la population comme, je cite, un troupeau désorienté. Nous devons nous protéger de, je le cite, la rage et du piétinement du troupeau désorienté. Et la façon de le faire, disait Lippmann, c'est par ce qu'il appelait l'usine à consensus. Ce n'est pas Chomsky qui a inventé le terme dans la linguistique, mais on le doit à Walter Lippmann, le concept d'usine à consentement. Si l'on ne peut pas le faire par la force, il vaut le faire par l'usine à consensus constituée à cet effet. Déjà dans les années 1920, le premier manuel de l'industrie des relations publiques avait réellement pour titre « Propaganda ». En ces temps-là, les gens étaient un peu plus honnêtes. Cela débutait ainsi. La manipulation consciente et intelligente des habitudes organisées et des opinions des masses est une caractéristique centrale d'un système démocratique. C'est pratiquement dit de la sorte. Ensuite, il précise que c'est la tâche des minorités intelligentes de réaliser cette manipulation des attitudes et des opinions des masses. Ce qui renvoie à notre ami Lucien Cerise. La dictature des minorités. Comme on nous le laisse entendre aujourd'hui, les minorités racisées qui doivent nous orienter et nous donner la marche à suivre. C'est du marche ou crève. Hein. T'es pro-migrant ou tu crèves. En tout cas, c'est ce qui se prépare. C'est vraiment la doctrine principale de la pensée intellectuelle libérale, démocrate, moderne. Si l'on ne peut plus contrôler le peuple par la force, on a besoin d'un meilleur endoctrinement qui se fait par les formules exercées par le langage. Et je reviens d'ailleurs sur ce que je disais hier. La gestuelle n'est donc pas le paraverbal, mais le non-verbal. Le paraverbal étant plutôt la tonalité, la tessiture, et bien d'autres choses encore, on va dire, de la modulation de la voix. Voilà. Je me corrige parce que, entre-temps, je continue aussi à m'élever.
Pour ce livre, ça sera tout. S'il y a tant à dire encore, mais je le conserve pour une autre démonstration. Et je vous emmène hop, attendez, j'oublie quelque chose avant ça, puisqu'on était sur propaganda. Donc, ceux qui le veulent, hein, je le rappelle, la guerre ouverte contre les peuples est gratuite par mail. C'est Phenotix, Phenotix, évolution, comme ça se prononce sans l'accent, @outlook.fr. Donc gratuitement en PDF ou en format broché à 18 euros. C'est vous qui voyez. Je ne fais de toute façon pas 1 euro dessus. Allons à la page 77 et regardons ce qui se dit. Donc la propagande a beaucoup évolué avec la naissance de la guerre psychologique dans laquelle elle trouve des prolongements. En 1962, Jacques Ellul distingue deux types de propagande. La propagande politique, qui est très ancienne et dont on connaît globalement aujourd'hui les modes de fonctionnement, et un nouveau type de propagande, la propagande sociologique. La première, celle des gouvernements, partis et groupes de pression, se distingue de la seconde qui, moins visible, se rapproche de la socialisation, que l'on peut définir elle-même comme, je cite, un processus d'inculcation des normes et valeurs dominantes par lequel une société intègre ses membres. Ellul oppose le caractère direct, délibéré et coercitif de la propagande politique que l'on trouve en priorité dans les régimes totalitaires, au caractère plus vaste, plus incertain, idéologique, diffus, inconscient et spontané de la politique sociologique. Celle-ci, que l'on répugne à désigner sous le terme de propagande, dans nos démocraties pluralistes, agit en douceur, par imprégnation. Il s'exprime par la publicité, le cinéma, commercial, les relations publiques, la technique en général, l'éducation scolaire, les services sociaux. Toutes les branches infiltrées par la gauche. On nous dira qu'apparemment ils n'ont pas le pouvoir depuis 50 ans et que si le pays vient comme ça à s'effacer et à chuter, c'est de la faute de la droite. Que le danger est à la porte actuellement de l'extrême droite qui prendrait le pouvoir. Alors que 40 ans de socialisme ont conduit le pays à la ruine, à l'effacement de notre grandeur. Je n'irai pas comme Trump à dire la grandeur à l'Amérique, hein, et donc la grandeur à la France. Mais quand même, je veux dire par là qu'il y a bien un problème qui est perceptible. Là, c'est même pas seulement, voyez-vous, une sensation momentanée, où on pourrait se tromper sur nos sens. Il est question d'un constat que l'on peut avoir par des études, des articles de journaux, des livres, des spécialistes qui vous disent que l'hôpital s'effondre, que la politique, les gens la délaissent parce qu'ils voient trop de corruption, qu'il y a quand même eu de la coercition avec le virus, entre guillemets, on va pas trop en parler pour éviter la censure, qu'il y a des associations qui ont pullulé pour favoriser les autres à la place des nôtres, que l'éducation est en train d'échouer à sa mission de construire les êtres humains, les adultes de demain. Donc derrière, on voit bien que l'éducation scolaire, les services sociaux, le côté des relations publiques, la publicité et même le cinéma ont tous été infiltrés par la gauche. Si les résultats sont si mauvais, passons maintenant à l'autre bord. Il faut arrêter de s'enfermer avec des œillères en disant « je ne veux pas voir ailleurs, je reste sur ma direction, je suis lobotomisé, je n'arrive pas, je vois que ça ne va pas, mais le changement, c'est pas pour moi. » Ou le « en même temps ». Donc, en partie non intentionnelle, cette propagande repose sur ces activités multiples qui agissent de façon concordante comme un ensemble pour inculquer un certain mode de vie. Alors, c'est là où j'en venais au cousin de Sigmund Freud, qui d'ailleurs l'est, donc double neveu de Sigmund Freud plus précisément, puisque Édouard Bernays, son père, est le frère de la femme du fondateur de la psychanalyse, et sa mère, Anna Freud, est la sœur de ce dernier. Donc la mère d'Édouard Bernays est la sœur de Sigmund Freud, qui sort avec son père qui est le frère de la femme de Sigmund Freud.
Je vous dis, toutes ces branches-là et ces familles sont cette minorité qui a été dénoncée et qui impose sa pensée. C'est-à-dire ceux qui se pensent être l'intelligentsia. Ils sont la caste supérieure, mais vraiment ultime, celle entre guillemets de génie, qui doivent diriger la masse, le troupeau qui est vraiment abéti. Et ils ont fait en sorte d'arriver dans ces conditions, puisqu'on l'avait vu, changer l'instruction en éducation, comme également affaiblir les énoncés pour que finalement, voyez-vous, la perception de la société et de bien d'autres choses encore soit amenuie, diminuée chez les nouveaux, on va dire, chez les nouvelles générations, si vous préférez. Ce que j'entends par les nouveaux, c'est les jeunes gens que l'on voit. Donc je peux faire partie aussi, mais vraiment, regardez déjà, on va dire, moi je suis de 98, donc j'ai 26 ans. J'ai quand même un certain niveau, hein, parce que ça fait maintenant, depuis 2017, que je suis sur Internet, et depuis, on va dire, 2020, vraiment, que je suis dans la lecture et dans des démonstrations de haute qualité, et je sais que j'ai encore à progresser, mais je vois qu'autour de moi, c'est risible. Et lorsque tu veux élever un petit peu le niveau et leur dire, allez, venez, on s'installe à table et on discute un peu de ce qu'on observe et de ce qu'on pourrait, imaginons, proposer en utopie. Il n'y a personne. Vous voyez, c'est... La politique, ça m'intéresse pas. On va faire quoi de ces gens demain? La plupart sont bons qu'à aller travailler et se divertir. C'est tout. Il n'y a que ces deux mots d'ordre qui fonctionnent. Et même pour ceux qui ont des gamins. C'est là où je trouve ça encore plus dommageable. Triste, devrais-je dire. Je ne sais pas pour vous, hein, ce que vous en pensez. Et on va dire si ça a un impact ou non émotionnel. Quand vous voyez des amis qui ont comme ça des enfants et vous dites, je sais pas, tu penses pas à ton môme de demain, à ce que tu vas lui laisser et surtout à où ça va le mener comme ça. Non, ils sont pas inquiets. Pour revenir à Sigmund Freud et donc à Edward Bernays, de retour aux États-Unis, notre Bernays, qui a très bien appris depuis l'Europe et de sa famille, il décide donc de monter sa propre entreprise de propagande au service de l'industrie. Et malgré la diffusion de propaganda, sa femme et partenaire Doris Fleischmann lui a vivement suggéré de ne pas utiliser les termes trop marqués de propagande pour leur commerce. Elle inventa, vous voyez, quand vraiment sur ces personnes qui sont aussi créationnistes quelque part, enfin, pas de l'ordre de Dieu, mais on va dire ils sont, comment je pourrais dire, innovateurs, pour remplacer le terme de propaganda par celui de relations publiques, qui fait encore florer aujourd'hui partout dans le monde. Alors, pourquoi? L'intelligence artificielle n'existe pas. Le créateur de The Assistant, en fait, qui a été racheté plus tard et qui est devenu Siri, Luc Julia, nous partage tout un tas d'analyses. Et puis, il vient casser certains mythes. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la page numéro 153. Nous sommes toujours sur la partie, on va dire, de l'ingénierie sociale. Mais si je peux dire à mon téléphone « Appelle Adam », au lieu de cliquer sur son nom, c'est encore plus simple. Et si je n'ai même plus besoin de téléphone et que je dis ou même pense simplement « Appelle Adam », en portant juste ma main à mon oreille, j'enlève encore des barrières. Vous allez voir de quelles barrières il parle. Technologiquement, tout cela est compliqué et requiert de mélanger beaucoup de disciplines, mais à la fin, ce qui intéresse les gens, ce n'est pas la technologie en elle-même, mais ce qu'elle permet, à savoir l'accès à des services de façon simple et naturelle. En réalité, notre rôle à nous, donc là il parle de scientifiques, ingénieurs et de bien d'autres gens qui sont dans les métiers des technologies nouvelles. Il dit, notre rôle, qui fabriquons des objets, des applications et des services, c'est d'utiliser la technologie pour la faire disparaître. Le but ultime est de créer des interfaces naturelles qui soient tellement naturelles qu'elles deviennent transparentes, invisibles.
Elles abolissent ainsi les barrières qui nous séparent des bénéfices apportés par ces technologies pour que l'expérience de l'utilisateur soit immédiate, intégrée à son quotidien. Donc là, vous devez vous demander toujours, mais de quelles barrières il parle? Tout simplement, des barrières cognitives. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, je te brusque, je te change d'un climat à un autre, le choc il va être là. Tu seras tétanisé, tu seras sur place ou tu seras réfractaire, tu t'opposeras. Par contre, si j'agis comme l'expérience de la grenouille, je te mets dans un bocal et je fais en sorte que ta conscience vienne à s'évaporer, que tu te relaxes et que tu oublies que tu es en train de cramer, que le malaise arrive, là c'est terminé. Et c'est exactement ce qui se passe, vous l'avez vu, avec ces politiques qui créent le consentement. On ne parle plus de propagande mais de relations publiques. On vient à changer les lexiques pour éviter que les mots viennent percuter, tel un pianiste, voyez-vous, qui viendrait à vous ramener à différentes notes, la musique qui est en train de se jouer. Ils la font en douceur. Pouf, 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 et t'emmènent dans leur partition. Qui n'est pas la première partition jouée, on va dire, pour notre bonheur, celle du transhumanisme. Et toutes celles qui vont suivre, pareillement, sont seulement là pour plus de contrôle sur le cheptel. Vous l'avez compris. Alors, ma démonstration ne se finit pas là. On retourne à Neuropirate et à la page 79. Hop là. Il va justement nous parler de l'ingénierie sociale et du conflit identitaire. L'ingénierie sociale est la modification planifiée, durable et furtive du comportement. Il s'agit de modifier définitivement la nature d'une chose de manière irréversible. Donc, pour le long terme et pas seulement à court terme. Ce que font ces ingénieurs. Quand ils te font disparaître la notion d'être dans une application virtuelle, ou d'utiliser de la technologie, qui pareillement est une extension, entre guillemets, de toi-même, mais que normalement tu devrais te séparer. Tu devrais avoir la notion que c'est pas une succession de ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Ton corps se limite au biologique. Et pourquoi pas à la métaphysique, à ton spirituel. Le téléphone, l'ordinateur, tout ça en soi, c'est du matériel. Mais pourquoi ce hardware est en train de disparaître et quelque part, ils sont en train de créer une sorte d'interface? Voyez-vous, ils mettent tout en image et ils simplifient la fluidité de la navigation, de la relation, on va dire, qu'on va avoir avec la machine, pour avoir un software. Vous voyez, le logiciel entre ton cerveau et la machine. Et donc, comme on le voyait, il n'est plus question de retenir des numéros de téléphone, ils sont dans le répertoire. Et puis maintenant, même à disposition du vocal. Quand hier, il fallait quand même les chercher dans le répertoire, au moins faire l'effort de trouver la lettre et la personne concernée. Aujourd'hui, tu le dis. Les puces neuronales qui existaient depuis le professeur Delgado, Joseph Delgado plus précisément, et qui ont été après récupérées, on va dire remasterisées par le Elon Musk, veulent conduire à ce que tu aies la technologie dans ton corps et que tu n'aies donc plus l'effort à faire sur ton téléphone, ni de chercher dans le répertoire, ni de prononcer, mais de penser. Mais quand tu penses avec la machine, du coup, où s'arrête, on va dire, la puissance même de ces algorithmes sur ton cerveau. Et là, moi, je marque autre chose. Je pense que je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Et vous pouvez faire vos recherches. Que les ordinateurs, même jusqu'au quantique, qui est en train d'être révolutionné par Google, IBM et bien d'autres entreprises encore, ne seront jamais aussi puissantes qu'un corps humain avec son cerveau. Donc, le seul moyen d'arriver à ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle suprême, c'est de placer une technologie dans le cerveau de l'humain qu'il transforme en une sorte de cloud, en service de traitement d'informations et de stockage. Donc leur objectif n'est pas de te rendre plus intelligent, non pas non plus de te connecter à de nouvelles réalités et t'apporter, on va dire, des modèles pour être très fort en art martial, lire des livres très rapidement, être fort dans la musique ou bien d'autres choses encore. Ce n'est pas de t'augmenter ou t'ouvrir la voie à d'autres perceptions. C'est au contraire de t'asservir et de te conformer en te mettant comme du peer-to-peer. Tu vois, dans la relation de blockchain, tu deviens une chaîne parmi bien d'autres blocs encore.
Tu es un bloc dans ces communications-là. Donc, demain, le cloud pourra certainement passer par des traitements dans les cerveaux humains. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est la lignée qui est visée. Et ça, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. Et je peux vous garantir que, soyez patient, archivez, on en reparlera. Et tout ceci est rendu possible justement parce que tu n'as pas d'identité. Donc aujourd'hui, être un cyborg, c'est juste une augmentation de toi-même. Non. T'enlèves ta condition d'être humain, de mortel, de personne, on va dire, qui peut faire de l'échec. Puisque Charles Pépin lui-même nous écrivait « La vertu est aussi dans l'échec ». Tu n'es pas que dans la réussite. Et j'en suis la preuve vivante. Regardez, hier, j'ai lancé un direct. J'ai été dans l'échec d'avoir une voix monocorde. Aujourd'hui, j'espère qu'elle portera un peu plus, etc. Il y a bien d'autres choses où on peut se tromper également. Mais c'est ça qui fait notre force. Reconnaître l'erreur pour apprécier, voyez-vous, après le diagnostic, la solution, après l'effort, le réconfort. Bon bah, il est l'heure maintenant de profiter du bilan. Donc, de savoir à quel exercice s'attacher. Pour revenir à notre neuropirate Lucien Cerise, c'est ce qui distingue l'ingénierie sociale de la propagande et de la manipulation dont les impacts sont ponctuels et réversibles. Les deux concepts de l'ingénierie sociale sont l'hameçonnage et le conflit triangulé. Oui, t'as mordu. Comme le poisson. Mais au vu des quantités, là, c'est les filets qui sont lancés. Les bateaux, ils sont sortis. Donc l'hameçonnage, bien évidemment, c'est le côté du phishing, c'est le côté de pouvoir carrément même usurper ton identité. La machine te connaît mieux que toi-même. Elle n'oublie rien. Leur application permet de produire le sentiment qu'un conflit est inévitable, alors qu'en réalité, il pourrait très bien s'arrêter ou même ne pas commencer. Ceci dans l'optique de naturaliser des structures conflictuelles qui ont été construites de manière artificielle. Il n'est pas excessif de parler ici de piratage de l'esprit et du comportement, comme on parle de pirater un ordinateur. Dans les deux cas, il s'agit de violer discrètement les défenses et l'intégrité d'un système de sécurité afin de prendre le contrôle ni vu ni connu. L'intérêt de cette approche d'ingénierie sociale est de fournir une méthodologie compacte avec des recettes et des mots-clés. Une sorte de kit mental pour pirater tout système, quel qu'il soit, c'est-à-dire le violer furtivement, en se l'ouvrant par abus de confiance ou en suscitant l'indifférence. Hameçonnage. Puis, le détruire indirectement en faisant monter les contradictions et la méfiance entre les parties, c'est-à-dire en instaurant un conflit triangulé. Ce qui nous conduit à ces ouvrages ici, dont on a déjà parlé, La civilisation du poisson rouge, de Bruno Patino. Je me rafraîchis le gosier, on est déjà à 1 heure, on arrive peut-être à la fin, il faudra encore une autre émission sur le sujet avant de basculer à la PMA, GPA et surtout au biocapital, comment on en arrive à marchander l'homme. Page numéro 13. La mémoire de Poisson Rouge, loin d'être une malédiction, est pour lui une grâce qui transforme la répétition en nouveauté et la petitesse d'une prison en l'infini d'un monde. Cette fameuse mémoire de Poisson Rouge est-elle une légende ? Beaucoup d'entre nous ne se sont jamais posé la question, simplement heureux d'avoir une expression à utiliser lorsque nous voulons nous excuser d'un moment d'inattention. Mais Google ne connaît pas de limite à l'extension du domaine de son calcul numérique. Et l'homme donc annonce que son entreprise a réussi à calculer le temps d'attention réelle du poisson. Le fameux attention span, ou span, je ne sais pas comment on prononce la chose. Et celui-ci est effectivement dérisoire. Le poisson rouge est capable de fixer son attention au maximum jusqu'à 8 secondes. Au-delà,
retour à zéro. Il passe à autre chose et remet à zéro son univers mental. Reste que l'homme n'en a pas fini de ses annonces. Les ordinateurs de Google ont également réussi à estimer le temps d'attention de la génération des millénials. Et c'est plutôt alarmant, puisque le temps d'attention, donc la capacité de concentration de la génération milléniale, est maintenant à 9 secondes. Non pas qu'après ils ont oublié, mais qu'au-delà de 9 secondes, ça y est, ils sont déjà passés, voyez-vous, distraits. Vous voyez ce geste? Ils scrollent. Et c'est là où c'est triste, parce que bon nombre, même des adultes aujourd'hui, sont dans ce modèle de consommation, et lorsqu'ils arrivent sur des vidéos comme les miennes, il y en a beaucoup qui quittent le navire trop tôt. Et je regardais là l'autre jour, mes vidéos, des fois sur 1 heure, je suis entre 15 et 22 minutes de rétention, on va dire, de la concentration des gens. Sur à peu près des vues qui sont aux alentours de 30, 50 à 100 vues. D'accord, c'est plus des milliers de vues que je faisais fut une époque. Des référencements à suivi, bien d'autres choses encore. Plus l'analyse des mots-clés, c'est sûr. À mon avis, je suis dans le viseur à 100%. Et puis, comme je vous disais, mes échecs aussi à retrouver, on va dire, des modulations dans la voix pour pouvoir capter mieux l'attention au possible. Alors que la qualité est vraiment présente. Celui qui veut aujourd'hui, voyez-vous, me dire que je suis un imbécile ou que je suis seulement une éponge, j'attends de lui, ou même j'attends d'eux, puisqu'ils sont plusieurs, avoir de telles démonstrations comme je l'ai fait ces derniers temps. L'appui de livre, stoppage, le côté du recoupage après avec d'autres articles ou non, et l'ajout de réflexion, peut-être de petit niveau, mais j'attends quand même qu'ils puissent produire ce genre de choses. Parce que la plupart sont bons seulement qu'à critiquer et puis à se faire le relais de ce qu'ils ont entendu ici et là. Et rien de plus. Un bon attendeur. Restons maintenant sur la fréquence de l'intelligence et allons à la page 19, qui ramène d'ailleurs à un autre livre que je ne me suis pas mis à proximité et qui était sur Dédale et Icare et qui montrait qu'avec déjà juste le côté de l'électricité, comment on appelle ça? Vous voyez, dans la rue. C'est comment dirais-je, c'est des spots éclairants, mais c'est un autre nom encore, passons. Qui ont justement coupé le jour et la nuit. Même dans les foyers, de toute façon, les ampoules ont déjà coupé le jour et la nuit. Mais les technologies ont poussé la démarche plus loin, puisque les nuits nous ont à présent quittés. L'écran du téléphone portable éclaire désormais la pénombre. Sa luminosité a été réduite au niveau le plus faible, mais sa veille, pourtant, est active. Elle trouble le sommeil de son propriétaire, qui ignore tout du travail des cellules ganglionnaires à mélanopsine de sa rétine. Connaît-il d'ailleurs leur existence? Ce sont elles qui envoient au noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus de son cerveau l'ordre de se réveiller, car elles confondent la lumière bleue des LED avec celle blanche du jour. L'horloge interne du dormeur est déréglée, son sommeil intranquille. Et en dehors de ça, il est en plus harcelé par soit les vibrations, soit les effets sonores pour l'avertir d'un message, ou d'une notif sur un réseau social. Ce qui va donc nous conduire à la page numéro 24, avec une très belle analyse qui dépeint le malheur de la société. La société numérique rassemble un peuple de drogués hypnotisés par l'écran. À trop faire le parallèle avec les aptitudes qu'avaient créées chez nous les journaux, la radio, la télévision, nous n'avons pas pris garde au glissement de l'habitude vers l'addiction. Comme je disais, addicts aux algorithmes, ils en perdent la faculté de penser. A contrario de la loi de Moore, qui tous les 18 mois augmente en capacité, l'homme est en train de sombrer dans autre chose. Il pensait épouser, voyez-vous, l'utopie de Thomas Morus ou Thomas More, mais en fait en repoussant la mort et bien d'autres choses par les technologies, ils ne vont pas sur l'île paradisiaque, mais plutôt dans un rêve paranoïaque.
je faisais différents rassemblements de ce qui peut exister sur les critiques de ces algorithmes, de cette société marquée par le numérique. Au fer rouge. 3 éléments distincts définissent ce phénomène: la tolérance, la compulsion et la suétude. La tolérance énonce la nécessité pour l'organisation d'augmenter les doses de façon régulière pour augmenter et obtenir le même taux de satisfaction. Comme de la drogue. Quand vous en consommez, au tout début, c'est récréatif. Puis quand vous tombez dans l'addiction, c'est plus une bière qu'il faut, c'est le pack. C'est plus un joint ou une taf, ça va être le gramme. Et puis ça va aller au-delà dans les consommations, voyez-vous, qui détruisent en plus le corps, qui ne mènent pas du tout à une liberté. Là, c'est la même chose. L'addiction numérique, c'est pareil. Ça t'arrache de ta réalité. Et à la fin, ça te dégrade physiquement, psychiquement, sur tous les stades. Toutes les couches, devrait-on dire. La compulsion traduit l'impossibilité pour un individu de résister à son envie. Et la suétude, la servitude, en pensée comme en acte à cette envie qui finit par prendre toute la place dans l'existence. Le simple énoncé des critères conjugués à l'observation de nous-mêmes et de notre entourage force le diagnostic. Nous sommes sous emprise. Et l'emprise étend peu à peu son royaume, installant ça et là des fragilités mentales jusqu'ici inconnues. C'est le cas pour les personnes qui, face à eux-mêmes, préfèrent se regarder avec des filtres. Oui, oh, je suis trop blanc. Oh, j'ai un bouton. Oh, j'ai un défaut. Il faut que je change mon nez. Oh, on me critique. Parce que dans cette société, je pense que ça remonte à la nuit des temps, la méchanceté, surtout quand on est déjà jeune, entre nous, on aime bien critiquer les uns et les autres, et nous-mêmes, on subit tout un flot de mesquinerie. Ce qui veut dire par là que sur certains critères dont on n'avait pas fait attention, on vient focus dessus, à créer un mal-être. Puis qu'après, en grandissant ou non, quand on arrive à s'affranchir, on va dire, de certains regards, ou de même ce que l'on fait sur nous-mêmes, la déformation, voyez-vous, de ce qu'on voudrait se voir en défaut, alors qu'à première vue, les autres qui nous abordent ne le constatent même pas. C'est là où il faut être dans une juste critique. Savoir s'auto-gérer, pas tout le temps se flatter et augmenter un ego qui ferait que tu prends les autres pour des moins que rien et tu te penses supérieur, mais ne pas non plus te flageller et t'insulter tous les jours et te rabaisser comme si tu étais un moins que rien. Donc tu dois trouver la voie à une philosophie juste qui va t'amener à des hauts, à des bas, à ces montagnes russes qui de temps en temps vont, voyez-vous, te mettre dans un état de satisfaction et à d'autres moments te dire putain, j'ai pas été bon. Bref. Mais là, les réseaux sociaux, malheureusement, eux, vont créer le vice. Je crois qu'ils appellent ça la dysformophobie, je sais plus comment on appelle ça, où tu veux carrément passer sous le bistouri. Tu dis allez, c'est bon, je suis prêt à passer sur le billard et dépenser quelques milliers d'euros pour une chirurgie. Alors d'abord, ils font maintenant ce qui s'appelle la médecine esthétique. Donc, injection de Botox, par exemple, pour gonfler les lèvres, chez, entre autres, hein, pour citer, on va dire que celle de mon peuple, et je mets des guillemets, nous, les Blancs, on n'a pas des lèvres gonflées. Donc, elles vont se faire injecter. Et pour être un peu plus bimbo, ressembler à ces spécimens qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui rassemblent des milliers de likes, par des crèves la faim. Et c'est certes. Ah oui, oui, elles vont se faire aborder de plus en plus dans la rue. Parce qu'en fait, elles vont avoir ni plus ni moins que des têtes de poissons rouges prêts à gober, vous savez quoi. On va pas rentrer dans les détails qui pourront gêner certains, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'elles sont vues comme des filles faciles, toutes refaites. Et la dérive après mène à la chirurgie esthétique, donc implant mammaire, vouloir toujours plus d'artificiel, ne pas s'apprécier en fait comme le Créateur nous a fait. Et je rappellerai que ceux qui diraient que je suis gros alors je dois être fier d'être gros, ou je suis maigre et ainsi soit-il, non. En fait, il faut être bien dans ton corps, mais derrière, ça ne veut pas dire parce que t'es gros que tu dois t'apprécier gros. Fais en sorte quand même d'être dans un bon état de santé.
Allez, c'est pas à moi de lui mettre la critique, mais si un état d'obésité peut nuire à tes organes, retrouve... Tu vois, Dieu, il t'a pas fait en fait obèse. Il t'a fait justement dans ton choix de te moduler. C'est pas toi qui vas décider de ce que tu seras. Les maladies peuvent te toucher, tu peux avoir des moments de la vie où tu vas tomber dans la faiblesse et peut-être tu vas te goinfrer ou au contraire tu vas tomber dans un état de perte d'appétit total. Donc d'un coup tu vas devenir tout queuse. Et c'est à toi de voir où se situe ton bien. Et c'est pour ça aussi que ça se joue sur la santé mentale. Quand je disais ne regardez pas que ce qui ne va pas dans ce monde parce que vous allez sombrer. N'allez pas suivre que des loups divergents, ce genre de choses, de spécimens d'internet qui à 40 ans passés se répètent. Ils sont déjà dans la sénescence. Voyez-vous, dans un ralentissement cellulaire et dans une déperdition des capacités cognitives, de lecture, de bien d'autres choses encore. Donc ils vous mènent à la ruine. Moi je vous disais, constat, réflexion, réaction, il y a aussi du beau, ne pas oublier. Et si on se bat contre les vices et ce qui ne va pas, c'est que derrière, il y a de l'amour, il y a des vertus, il y a du meilleur. Pas le monde des meilleurs, mais un monde meilleur, c'est ce qu'on vise. D'accord? Et dedans, donc les technologies nous ont emmenés à plein d'autres choses encore. À rentrer dans des états de colère. Ça, c'est, on va dire, moins visible. Le côté de je me connecte sur les réseaux et c'est eux qui vont réguler mon humeur. S'ils veulent face à moi me mettre des contenus et qu'ils ont la connaissance parce qu'ils sont connectés à mon micro, à ma caméra et qu'ils savent que je vais entrer dans un état colérique face à des gauchistes, des LGBT ou encore des gens qui viennent insulter mon pays, ils peuvent. Les réseaux sociaux ont la totale capacité de nuire à ta santé mentale. Comme ils peuvent aussi t'orienter vers des choses qui vont te divertir. Et petit à petit t'abrutir. Là est la très très grande puissance, un pouvoir. Et souvent, il y en a, ils parlent d'occultisme, etc., des rites, qui peuvent exister, bien sûr, mais ils n'observent même pas déjà ce qui est en train d'agir sur eux-mêmes, au moment présent. Donc avant de parler d'esprit, de mort ou de je ne sais quoi, concentre-toi sur la vie, regarde ce qui se déroule là. Qui t'influence? Qui te mène vers telle thématique, par exemple? Donc derrière, il y a des syndromes d'anxiété, de schizophrénie. Et je l'ai vu avec certains. Il y a une époque où je les dénonçais. Quand il y avait ces propagandes un peu à la façon de s'engager dans des États islamiques, etc., voyez-vous, avec des vidéos qui sont là pour te créer un choc et t'habituer à l'horreur comme des... Hein, je vais pas utiliser le mot, vous l'avez très bien compris, le geste. Ou pire encore. Vous croyez que ça vous parvient sans que les militaires, sans que l'État ait la main sur ces fichiers, mais vous êtes fous. Internet vient d'ARPANET. La toile est tissée. Les algorithmes leur appartiennent. Vous croyez que vous passez entre les mailles et que votre Telegram, votre côté du cryptage vous permet d'accéder à de l'exclusivité que les gouvernants ne veulent pas que vous ayez entre les mains. Bien au contraire. Ils sont dans des laboratoires en train d'étudier comment vous fractionner. C'est du MK Ultra. Il y a différentes, on va dire, programmations. Et le complotisme, entre guillemets, a été une des branches. Il y a plus grave encore, ceux qui sont confrontés, qui va les mettre dans un état limite traumatique, post-traumatique, de vision de guerre. On avait ceux qui se déplaçaient sur le champ et qui étaient choqués, on appelait ça le choc des obus pendant la Première Guerre mondiale, avec le Wellington House, etc., où ils devaient faire en sorte de reprogrammer quelque part le cerveau parce que les gens revenaient choqués, hein, ils ne parlaient plus. Ou alors ils ne dormaient plus, ou ils entraient dans des états de folie, ou avec leur famille, ils se comportaient plus de la même façon, c'était plus les mêmes hommes. Et là, ils sont en train, sans que les gens aillent sur le front, de créer quelque part des côtés des névrosés, des états psychotiques, limite, voyez-vous. Donc derrière, ça va entraîner de la schizophrénie aussi, de l'assombrissement, de l'atasagoraphobie. Je vous avoue, ce mot, j'irai le voir après le direct parce que je ne sais pas ce que c'est.
Le syndrome d'anxiété est la plus commune de ces fragilités. Il se manifeste par le besoin permanent d'étaler les différents moments de l'existence, aussi dérisoires soient-ils, sur l'ensemble des réseaux. Il faut absolument partager. Il faut être vu de tous. Il faut commenter pour être dans la vibe, ou je sais plus comment ils appellent ça, oui, dans la vague. Avec leur mot américain, des fois je m'y perds, mais bon, on essaye de rester quand même assez jeune, que je ne sois pas, voyez-vous, entre guillemets, un vieux dans un corps de jeune. Ça serait quand même triste d'en arriver là. Je vais vous emmener à la page numéro 30. La société numérique, nous venons de la voir, et ce qui nous mène aussi à ces stratégies, pas seulement pavloviennes et de réflexes conditionnés induits, ça va aussi à la souris du professeur Bruce Frederick Skinner, qui a mis en lumière le biais comportemental que produisent les systèmes à récompense aléatoires, comme le casino. Pour ceux qui le savent, j'avais déjà témoigné de la façon dont on peut se comporter au casino, moi-même ayant été dans ces lieux-là et des fois y passant quelques heures. Du blackjack à la table, jamais sur les machines à sous comme un idiot. Et pourtant, la démonstration est bien sur les machines à sous, entre autres. C'est-à-dire un côté de savoir qu'il y a une probabilité qu'à un moment ou un autre, il y ait une récompense qui tombe, et que même si tu as mis plus dans la machine, tu as l'impression de prendre un plaisir. Et derrière, tu as toute une réaction, on va dire, somatique dans ton cerveau par les neurones qui vient à t'envoyer comme ça avez-vous des signaux électriques, avec un peu de chimie qui s'y ajoute. Je vous inviterai d'ailleurs à regarder un livre, Le cerveau et ses comportements. C'est peut-être un truc, on va dire, un peu plus pour les étudiants. Je ne maîtrise pas encore la thématique, hein, je suis qu'au tout début. Mais j'essaie de comprendre le cerveau, ses mécanismes et bien d'autres choses. Puisque ceux qui nous travaillent vraiment au corps même, et quand on dit travailler au corps, il y a les boxeurs, ce genre de choses, mais eux c'est pareil, ils nous travaillent au corps d'une autre manière. Et croyez-moi qu'ils boxent d'une autre catégorie. Il n'y a pas de marque sur le visage, mais les coups sont bien plus violents. Hein. Vous voyez, quand vous avez les très gros combats, là, des Tyson, des Ali, etc., qui arrivaient et qui pouvaient même jusqu'à des moments s'effondrer, et pour certains, de ces ultra-chocs, on arrivait à avoir des problèmes cérébraux, voire même à perdre certaines motricités, ce qui est dommage pour eux. Et ben, ceux qui travaillent à ça, ils nous frappent bien plus violemment. Ils ont la possibilité vraiment de... Les coups d'Ali ou ce que tu veux, c'est rien. Eux, ils sont bien plus puissants. Donc à la page numéro 30, on est à peu près sur Skinner. Hein, loin de faire naître la distance ou le découragement, l'incertitude produit justement une compulsion qui se traduit en addiction. L'appât du gain, mais minuscule, empêche tout éloignement face au mécanisme. Comme la récompense est irrégulière, il est impossible pour le sujet soumis à l'expérience d'élaborer un comportement visant à maîtriser la machine. Donc si tu n'as pas de comportement fiable, de facto tu ne seras pas viable. Ce que j'entends par là, c'est que si tu n'arrives pas à te maîtriser, les autres te prendront comme un sujet. Et au casino, c'est ça. Pour certains, heureusement que la carte bancaire a un plafond. Hein, parce que le distributeur, ça y va. Et 100 balles par là, et ça retourne sur la table, et ça ressort, et ça reprend 200, et ça remet en jeton, et ça balance sur la table. Ça peut être atroce. Il y en a qui sont... Ceux qui sont... aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Mais il y en a, vous vous dites, avant, ils venaient, ils se positionnaient devant des casinos, ils connaissaient justement ces expériences de Skinner, ou non d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, les comportements de gens qui n'arrivent plus à avoir la maîtrise sur leur acte, sur leur agissement. Ils se positionnaient devant les casinos, avec ce qu'il fallait, voyez-vous, en billets, et ils rachetaient pour une broutille des voitures ou ce genre de choses. Le mec complètement compulsif, il sortait, il fallait absolument de l'argent. Tiens, quelqu'un devant, là, t'as perdu encore, tu sors, t'as pas quelque chose à vendre, une montre, ton téléphone, ta voiture. Et il rachetait pour une broutille. Et l'autre, il retourne comme ça jouer. Et c'est pas des mythes ce que je vous raconte. Hein. Il y a des témoignages, peut-être que vous en connaissez dans la réalité. Souvent, en général, ceux qui
sans ces stratégies. C'est notre Sikan, les gitans, les forains également, et les tziganes savent très bien où se positionner entre guillemets pour faire les affaires. On ne retrouvera pas sur d'autres détails, hein, que ce soit la pêche à la civelle ou ce genre de choses. Passons ces éléments. Mais c'est pour vous dire, j'ai eu témoignage et tout à fait, on va dire, honnête, hein, je ne pense pas que la personne mentait, sur ces stratégies justement d'aller devant les casinos. Tac. Page 68. Elle se nourrit d'elle-même. Plus elle réussit à créer des outils réussissant à s'approprier le temps encore disponible de l'utilisateur, plus il devient difficile de continuer à le faire, pour des raisons de fatigue. L'addiction à la drogue l'a maintes fois démontré. La satisfaction du manque entraîne une augmentation des doses. Il en est de même pour les armes de la captologie. Elles doivent augmenter leur charge si elles veulent continuer à développer leur influence et accroître leurs résultats économiques. L'exploitation de l'attention ressemble à celle d'une mine à ciel ouvert, plus coûteuse, plus difficile à mesurer. Et on le voit, c'est bien plus difficile à mesurer que l'exploitation se poursuit. Plus dangereuse pour les mineurs qui sont devenus des utilisateurs numériques dans la mine du temps. Les applications ont des conditions générales d'utilisation. Les CGU que bon nombre ne lisent pas. Et je fais partie de ceux qui mettent « j'accepte » sans forcément avoir lu tous les détails. Mais tout de même, j'ai des notions et certaines applications sont interdites aux gamins de 14 ans, comme TikTok. Snap, il me semble aussi. Alors, vous m'expliquez comment se fait-il que des mômes, et déjà par l'irresponsabilité de leurs parents qui ont abandonné leur mission, un téléphone en main, et qu'en plus ils soient sur les réseaux sociaux à justement être dans ces marchés de la neuroexploitation, qui est dans la captologie. Le maintien en alerte également par des notifications folles est devenu permanent. À l'alerte qui signalait un événement majeur s'est ajoutée celle de l'événement mineur, puis de l'événement virtuel qui aurait pu avoir lieu, et enfin de l'absence d'événement. Il en est de même sur les réseaux sociaux qui sont passés, écoutez bien, du signal pour annoncer l'activité sociale des amis à l'alerte pour signaler et souligner l'absence d'activité. On ne vous a pas vu depuis tant, et c'est le cas par exemple pour les entreprises de livraison, Deliveroo, ce genre de choses, qui profitent fête des mères, fête des pères, et bien d'autres choses encore. C'est la Saint-Valentin. Vous voyez, ils vous relancent par des notifications qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez demandé au niveau de l'information, par également si un ami ou non a des choses à vous dire. Il n'y a maintenant plus de limites pour capter votre attention. Alors, je commence à avoir les gargouillements du ventre qui réclament d'être remplis. Donc on va aller à la page 87-89 et ça sera tout pour aujourd'hui. 87, hop. J'avais mis les algorithmes en prison. Il y avait d'autres choses, hein, d'ailleurs, aussi au niveau de la façon dont chacun perçoit sa propre réalité. Je ne sais plus si je l'ai mis dedans ou pas. Tous les algorithmes comportementaux ne sont pas identiques, mais ceux des réseaux sociaux conjuguent en général plusieurs historiques de données pour bâtir leurs recommandations. Ce qui était d'ailleurs le cas pour l'application de rencontre également de Tinder. Il y avait un livre dessus, où une femme avait récupéré toutes les données et voyait qu'il y avait des sortes de notes qui étaient attribuées. Et il suffit que tu sois mal vu et peu, on va dire, matché donc, dans l'engagement de rencontre, et moins tu seras promotionné. Donc tu te retrouveras à nouveau seul, juste face à ton écran, à penser en plus avoir le choix, voyez-vous, de j'aime ou j'aime pas. Comme si d'ailleurs face à toi c'était des bouts de viande et ah tiens, ça je vais consommer aujourd'hui et ça c'est pas pour maintenant. Le comportement passé de l'utilisateur, on pense alors qu'il veut le reproduire. Celui de l'utilisateur, on pense d'ailleurs, en fait, excusez-moi plutôt, que le temps passé de l'utilisateur va en fait conduire à reproduire ce que les autres utilisateurs avec les similarités de profil
ont fait auparavant. L'association entre contenus proches également, et enfin les contenus les plus populaires auprès de l'ensemble des utilisateurs. Je vous passe certains descriptifs. Le poids respectif de tel ou tel critère reste confidentiel selon les réseaux sociaux qui incluent également des données à caractère commercial. Et comme je vous disais, c'est leur puissance de modifier ton comportement. Pour pariser, les algorithmes emprisonnent un utilisateur dans une bulle d'information qui l'enferme dans sa propre vision du monde et l'endoctrine avec sa propre opinion. Ce qui veut dire que, entre guillemets, si tu veux voir des méchants étrangers partout, tu le trouveras. Si tu veux voir des méchants occidentaux tous azimuts, pareillement, et si tu veux également que des sionistes soient dans toutes les affaires ou que des francs-maçons, pareil. Ça revient à un livre d'ailleurs dont je vous avais parlé, et je vous ferai la lecture, d'un type qui était emprisonné, qui pensait même carrément que comme il avait pris position contre le sionisme, les gens se rendaient chez lui, il lui avait placé des micros sans forcément qu'ils puissent les trouver, il lui faisait du gang stalking. Je lui positionnais des gens dans la rue pour lui mettre la pression, ou le suivre, ou mal le regarder, enfin, ça va très loin quand tu peux te persuader d'une chose. Ceux qui ont suivi Serge Monast, Bluebeam ou Claire Sévrac, avec l'empoisonnement par les chemtrails, ou ceux également, fut une époque, qui avaient Nenki, je pense à Alix Sator. On nous empoisonne, on nous met des produits médicamenteux dans le brouillard pour nous endormir, ou encore on nous étend des morceaux de bébé sur nous. Vous voyez, l'état dans lesquels... C'est même les états dans lesquels ils ont pu être poussés. Schizophrénie, anxiété. On peut aller également dans la radicalisation. La haine de l'autre. C'est pour ça que je vous disais avec Todd Stresser, cette expérience qui a eu lieu dans une université, malheureusement, paix à l'âme de la personne qui est décédée, amenée au drame. Mais c'est pour montrer que tout ça peut se reproduire. Et on peut, nous aujourd'hui, en tant que personnes de droite, par exemple, dénoncer les antifas, mais attention, nous-mêmes, on peut avoir les mêmes comportements des fois. Vous voyez, dénoncer les antifas qui sont fachos, mais faisons gaffe aussi à nos agissements. J'en vois certains qui ne veulent plus rester ouverts au débat. Ouais, c'est des gauchistes, de toute façon, quand on a le pouvoir, les socialistes, ça n'existe plus, les LGBT n'auront pas le droit à la parole, les islamistes, c'est tous dehors. Enfin, les musulmans, même on va dire non radicaux, c'est dehors. Non. Il faut rester ouvert à autrui. Juste, comme je le disais, mettre des proportions. Point. Mais maintenant, se renfermer sur soi-même, c'est en fait entrer dans ce système des réseaux sociaux qui... Vous le savez, je ne finis pas ma phrase. Vous le voulez peut-être? Qui vient nous nuire, qui vient nous détruire. Finalement, qui nous met dans une prison. Peut-être qu'elle n'a pas de mur, comme le disaient George Orwell et Aldous Huxley, les deux revenaient au même concept. Nous devons rester vigilants. Merci. Page 89. Parce que, comme le disait Philippe Cadic sur les psychés bouleversés, énoncé plus de 10 ans avant l'invention de l'Internet et près de 20 ans avant celle des réseaux sociaux, sa sentence résonne de façon troublante. Je cite. Écoutez bien. Le bombardement de pseudo-réalités finit par produire des humains non authentiques, aussi faux que les données qui les entourent de toutes parts. Les fausses réalités vont créer des faux humains, et les faux humains vont à leur tour produire des réalités et les vendre à d'autres humains, et les transformer à leur tour en faussaires. C'est juste une version élargie de Disneyland. Je conclurai là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour la société sans contact, mais également les industries du futur. Je vous lirai vraiment qu'un tout petit passage. Et on s'intéressera à la dignité de l'être humain, avant d'entraîner les autres travaux dont je souhaite vous parler. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire déjà si la voix était mieux, plus appréciable, ou si pour vous il n'y a pas de différence et c'est seulement moi, de ma perception, qui me suis leurré sur ce que je pouvais vous partager. À bientôt
La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire nous est assurée.